Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, l'émission qui décrypte les principaux faits de l'actualité. Les taxes supplémentaires sur la téléphonie et d'autres produits mises en place à l'issue du Conseil des ministres du 5 février. Elles vont toucher aussi bien les entreprises que les consommateurs. Viendra pas, l'imam Mahmoud Diko pourrait faire son retour à Bamako ce vendredi 14 février après un long séjour hors du pays. Si ses partisans l'attendent avec impatience, on ne peut pas en dire autant du côté de certains soutiens de la transition, à l'image du collectif pour la défense des militaires qui craint le pire. Pour nous éclairer sur ces actualités, je suis en compagnie des journalistes Yacouba Doumbia de l'Indicateur du Renouveau et Bourema Soulo, correspondant de médias. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Céline. Yacouba Doumbia, un projet d'ordonnance dévoilé à l'issue du Conseil des ministres du 5 février prévoit une augmentation de la taxe sur l'accès au réseau de télécommunications au Mali. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle taxe? Merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs. Je remercie la direction de la télévision TMA. En parlant de ces nouvelles taxes instaurées par les autorités, je me pose deux questions. Lesquelles? La période et la manière. Nous sommes dans une période un peu difficile pour les citoyens parce que depuis le début de la transition, nous pouvons dire sans risque de se tromper, c'est la résilience totale. Et les citoyens sont conscients de cette situation parce que nous voulons la libération de notre pays. Les gens ont accepté toute forme de difficultés. Aujourd'hui, la manière, c'est peut-être que non seulement les gens sont dans la souffrance aujourd'hui, mais les autorités qui sont censées donner ce qu'on appelle la voie à suivre n'ont pas consenti d'efforts à ce niveau pour réduire leur train de vie. Et c'est vraiment ce que les gens ne comprennent pas parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on demande à ce que des taxes soient instaurées pour soutenir l'économie. Au même moment, il n'y a rien de changement au niveau des autorités. Il n'y a pas eu de baisse au niveau des salaires. Il n'y a pas eu de baisse au niveau des primes. Il n'y a pas tout ce qui concerne les privilèges sont restés intacts. Donc même s'il y a eu des baisses, on n'a en tout cas pas eu de communication à ce niveau. Bon, de toutes les façons, il n'y en a pas parce qu'il y a même des gens qui cumulent des fonctions, qui prennent de salaires et au plus haut niveau de l'État. Moi, je pense que personne n'en parle. C'est très grave. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, on fait une petite comparaison avec le Burkina par exemple. Il y a aussi les CNT au Burkina, mais les membres de ces CNT ne bénéficient pas les mêmes privilèges que... Oui, certains acteurs politiques qui font partie de la transition au Burkina Faso ont renoncé à certains de leurs privilèges. Mais très rapidement, Bourema Soulo, pour contextualiser un peu sur ce point qu'est la TARTOP, donc les entreprises de télécommunications vont passer de 5% de leur chiffre d'affaires à 7% de taxes, c'est ça? Comment ça va se faire exactement? Bon, exactement, c'est là aussi on en croit aux récentes déclarations. On est jusqu'à 10% parce que le Mali dépasse le Burkina, le Niger qui sont aux alentours de 7%. Le Mali est à 10% aujourd'hui. Donc ce sont des taxes, comme vous l'avez dit, sur les chiffres d'affaires des entreprises de télécommunications. Mais les conséquences, c'est beaucoup sur les populations, les consommateurs. Parce que quand vous voyez sur ces startups, on sait que les entreprises de télécommunications au Mali sont gracieusement bénéficiaires de leurs prestations. Parce que même si l'État leur taxe 20%, pour les consommateurs, ça ne changera rien. Parce que le Mali fait partie des pays où les prestations de ces télécommunications sont les plus chères. Quand vous comparez les frais de connexion, les frais de crédit téléphonique
au Mali ou Burkina Faso avec le Niger, vous allez trouver que même les pays voisins, vous allez trouver que le Mali est plus cher. Parce que là, nous, on a même eu, moi personnellement, j'ai eu à participer à beaucoup de conférences avec certaines de ces entreprises de télécommunications qui vous sortiront le prétexte que le Mali n'est pas débouché sur la mer parce que s'il faut amener des fibres optiques, ça transite par des pays comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc voilà, exactement. Donc ils vous sortent ces arguments pour vous dire que le coût est normal. Alors qu'on sait que le Burkina est dans le même cas, le Niger est dans le même cas, mais dans ces pays, le coût est moindre. Donc, l'État se défend en disant que l'augmentation de la fiscalité de ces entreprises se justifie par l'essor prodigieux du secteur des télécommunications ces dernières années. Exactement. Et ça, on n'en dit pas moins à ce niveau parce que ce que moi je dis, c'est sur le consommateur. Parce que c'est là où il y a bas blesse. En fait, on ne peut pas demander, comme Yacouba l'a dit, on ne peut pas demander aux populations depuis 2011, enfin 2021, qui font de la résilience leur combat quotidien. On ne mange plus 3 fois par jour. Même une fois là, on se démène pour l'avoir. Donc, ces mêmes populations, les moindres, parce que les sous que les populations, si aujourd'hui on parle des transactions mobiles, ces Maliens qui vivent ici à Bamako ou à l'intérieur du Mali, ils les reçoivent d'où? Ils les reçoivent de ces pays avec qui on est, peut-être on a des relations inamicales. Donc c'est ces pays qui envoient. Si on dit que ces populations ici à l'intérieur qui n'arrivent pas à avoir leur gagne-pain et on leur envoie de l'extérieur, et dans ça aussi l'État l'orme, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a comme il a dit, quand même, il y a un problème. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si le président de la transition, au-delà de dire oui, moi je donne tel pourcentage de ma caisse noire ou de mon fonds de souveraineté aux œuvres sociales, il fallait, on a toujours dit, il faut que c'est dans la trésorerie, au niveau du trésor, que l'argent doit rester. Pas dans la poche de quelqu'un qui le donne à sa guise. Ce n'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, le président dit que moi je coupe, comme le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, moi je ne prends que mon salaire de capitaine. Là, si le général dit, peut-être avec aujourd'hui son grade de général, il y a beaucoup d'autres privilèges, on le sait, mais qu'il renonce quand même à certains privilèges. Et commençant par lui, et toucher toutes les autres institutions. Que ça va résorber cette ça va motiver les populations à supporter. Je précise simplement qu'actuellement, la taxe que les entreprises de télécommunications payent selon la communication des autorités, elle est de 5%, elle va donc passer à 7% du chiffre d'affaires de ces entreprises concernées. Mais tout à l'heure, on parlait de la taxe, voilà, donc la start-up. En réalité, il y a l'augmentation aussi sur d'autres produits. On parle d'un produit que j'imagine on ne consomme pas ici, mais l'alcool, où il y a quand même une augmentation également, et d'autres produits. Effectivement, il y a d'autres produits qui ont été taxés dans ce sens. Mais de toutes les façons, c'est la population qui porte le fardeau dans tout ça. D'une façon ou d'une autre. Que ce soit l'alcool, que ce soit la communication, ce sont les Maliens, ce sont les citoyens maliens qui sont les consommateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le moment est très mal choisi. Parce que ce que vous ne savez pas, ce projet-là en question, c'est un projet qui date depuis le régime d'Ibeka. Avec l'économiste Boubou, Dr Boubou Cissé, qui avait à l'époque premier ministre qui était là ce projet-là. Mais vu la situation du pays, parce qu'un pays en guerre n'est pas un pays comme un pays qui n'est pas en guerre. On a des dépenses supplémentaires à faire. Et aujourd'hui, le peuple accepte beaucoup de choses. Il a parlé de délestage, par exemple, tout de suite. Les petits commerces n'existent plus. Les entreprises, y compris les entreprises de presse, nous avons aujourd'hui des difficultés. On va parler tout à l'heure de l'augmentation du côté du malgré monde, tout ça, médias. Quand on nous demande encore un peu de plus, un peu d'effort, par exemple, nos crédits de communication, s'il faut enlever quelque chose dedans, moi je pense qu'il y a un sérieux problème qui est là. Il faut penser à un moment donné aux citoyens, voir un peu au plus haut niveau qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le train de vie de l'État et au moins donner le temps aux citoyens qui souffrent déjà et faire une dérogation pendant 1 ou 2 ans. Mais de toutes les façons, personne n'a dit que ce ne sont pas des bonnes taxes, mais le mouvement est très mal choisi.
Voilà, il y a ce qui est aussi à dire. Regardez dans les rues de Bamako, vous allez trouver que quand on regarde les véhicules des officiels, on le voit que c'est les plus chers du pays. Un État qui fonctionne uniquement que sur les taxes et des fixes, des impôts. Quand on voit le train de vie de l'État, on est ébahi. Bon, à ce niveau, on peut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits au moment où on était sous les sanctions de la CEDEAO. On a parlé de 100 milliards d'augmentation à ce niveau. C'est les sources du ministère de l'économie et des finances qui parlent sous Aluseni Sanou. Donc ça, on ne peut pas parler de diminution, que ce soit le budget de la présidence, que ce soit au niveau du CNT, il y a une augmentation. Exactement. Je pense que c'est clair et net, c'est visible. Monsieur, on parle d'un déficit, vous parlez du budget, on a un déficit de plus de 581 milliards de francs CFA. Est-ce que ces mesures ne visent pas justement à réduire ce déficit budgétaire? Pour réduire le déficit budgétaire, il faut suivre les rapports du bureau de vérificateur général. Chaque fois que le rapport sort, on voit des milliards et des milliards qui disparaissent, qui se volatilisent dans la nature. Donc il faut arrêter ça. Donc s'il y a une hémorragie quelque part, c'est à ce niveau. Ce n'est pas au niveau de la population. Pourquoi taxer les populations? Pourquoi vouloir créer des déficits là où on sait qu'on ne peut pas avoir? Parce qu'aujourd'hui, ça fait un tollé dans la population. Parce que la population même n'arrive pas à comprendre que comment, malgré tant d'efforts, on vous soutient, les yeux fermés. Par exemple, c'était les yeux fermés. Ce que j'ai en train de faire depuis la transition, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, aucun homme politique ne peut le faire. Oui. Il faut le dire. Aucun homme politique à la présidente, à Koulouba, peut faire. Aucun homme démocratiquement élu. Démocratiquement élu à la présidente ne peut faire subir ce que les Maliens subissent aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Les Maliens subissent parce qu'ils ont vu qu'il y a ce qu'on appelle, on nous vend la souveraineté, on nous vend tout ce que les Maliens veulent entendre de leurs oreilles. On n'est plus sous tutelle de la communauté internationale, la CEDEAO, la France, ceci, cela. Donc on nous vend ça. La population vous soutient. Et aujourd'hui, regarde, parce que je crois qu'ils ont sondé en quelque sorte, parce que j'ai vu hier un décret sur les boissons alcoolisées. Ils ont quand même sorti le décret fixant cette taxe-là. Mais voilà, pas sur les transactions et les téléphones mobiles. Ça veut dire qu'ils ont vu que vraiment à ce niveau, il y a un tollé que les populations ne sont pas prêtes à gommer cela. Donc, ça peut être un recul. Tout à l'heure, vous venez de dire que le Mali, le Mali est en guerre, notamment dans sa partie nord et centre contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre toutes celles et ceux qui veulent combattre l'État unitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes en train de basculer d'une économie classique à une économie de guerre? Est-ce que ces mesures-là se justifient? Est-ce que nous sommes finalement en train de basculer? Parce que si on est en guerre, comme on le dit, ça veut dire qu'on doit mettre toutes les stratégies nécessaires, dont la stratégie qui consiste à avoir une économie résiliente, forte, dynamique, une économie qui est capable de supporter, de payer le coût de cette guerre. Parce que le problème, moi je voulais réagir dans ça. Le problème c'est quoi? On a déjà ouvert plusieurs fronts. On a déjà un front contre les terroristes. Donc le front sécuritaire. Sur le front sécuritaire. Sur le plan diplomatique également, il y a eu des fronts dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Quand vous regardez une guerre, comme je l'ai si bien dit, c'est toujours des coups. Maintenant, auparavant, le ministre de l'économie et des finances l'a dit l'autre jour. Il dit qu'auparavant, le Mali bénéficiait plus de 400 milliards de soutien venant des partenaires. Des soutiens budgétaires, mais de l'appui budgétaire. Maintenant, aujourd'hui, cette année, environ 30 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les autorités de la transition ont opté pour la rupture diplomatique avec plusieurs amis, qui étaient des amis, même si aujourd'hui ces amis d'hier sont qualifiés aujourd'hui de faux amis. De toutes les façons, ce qui est sûr est que beaucoup ont dit il y a des règles. On vous donne de l'argent, mais il y a des règles à suivre. Et si les autorités ne sont pas d'accord, obligatoirement, il y a une rupture. Et ces ruptures-là, aujourd'hui, vraiment impactent sur l'économie. En plus de ça, qui parle de guerre, parle aussi des investisseurs. Dans un pays en guerre, les investisseurs ont peur d'investir. Parce qu'on a toujours dit, l'argent n'aime pas le bruit.
Et pour relancer l'économie, il faut des investisseurs, il faut beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, le Mali n'est pas une destination pour ces investisseurs parce qu'il n'y a pas la sécurité. L'aide au développement a arrêté depuis un moment. On parle d'augmentation de certaines taxes, notamment dans le secteur des médias. La redevance a été revue. Les médias ne vont plus visiblement se créer comme se faisait au départ quand on regarde ce que ce soit les radios, la presse écrite et surtout la télévision, les médias audiovisuels doivent payer. Donc je vois que, comme vous l'avez dit, on est en train de basculer d'une économie classique à une économie de guerre. On cherche de l'argent partout. Je ne l'ai pas dit, je posais une question. Oui, moi voilà, c'est ma perception des choses. On est en train de chercher l'argent là où on peut trouver l'argent, parce que suppose que on a l'impression que nos autorités supposent que les médias aussi gagnent de l'argent, malgré les cris de cœur, malgré les cris à l'aide, appel au secours des médias. Nos autorités pensent qu'il y a l'argent à ce niveau, parce que M. Amar est bien habillé, bien cravaté. C'est juste à cause de ça que... Non, parce qu'aujourd'hui, hier, je voyais un communiqué de l'autorité de... la haute autorité de la communication. Non, autorité de protection des données à caractère personnel, qui demandait aussi toutes les ventes en ligne, que ces gens se déclarent à ce niveau. Par exemple, on sait qu'à Bamako aussi, beaucoup de femmes vendent en ligne sur e-commerce, donc ils viennent s'identifier au niveau de la haute. Donc du coup, à ce niveau, on voit que toutes les pistes sont bonnes aujourd'hui pour créer, pour réduire ces déficits budgétaires dont on parlait. Mais on sait quand même que le Mali est en guerre depuis 2012. Depuis 2012, le Mali est en guerre. Aujourd'hui, là où moi je ne comprends pas, c'est l'attitude même de nos autorités, parce que il faut donner des bons exemples. Moi, ce que je disais, au niveau de Burkina, vous avez que les taxes, toutes ces taxes sont passées comme des lettres à la poste, parce que les populations ont vu que les autorités ont donné de l'exemple. Aujourd'hui, au Mali, on ne voit pas ces exemples-là. Si aujourd'hui, comme je disais tantôt, les autorités communiquent d'abord sur leurs efforts elles-mêmes, qu'elles consentent au niveau à l'aide, ça va passer plus facilement. Les Maliens vont accepter. C'est-à-dire que cette situation me rappelle un peu des écoles, des écoles privées. Quand il y a eu la création de plusieurs écoles. Non, il y a eu la création de il y a eu des subventions pour ces écoles-là. Et quand ces écoles-là ont commencé à réclamer les arriérés à l'État, le ministre est venu, il a dit: ah non, vous n'avez pas payé d'impôts, vous n'êtes pas en règle, vous ne pouvez pas avoir vos sous. Et aujourd'hui, plus de milliers d'écoles sont dans cette situation. Ils attendent leurs sous depuis 2 ou 3, 4 mois, 4 années comme ça. Ces écoles-là, elles n'ont pas eu leurs sous. Maintenant, ça me rappelle de ça. Concernant les médias, imaginez, au moment où le président de la maison de la presse demande directement au président de la transition, lors de présentation des vœux, de faire tout pour débloquer la situation de l'aide à la presse. Et au même moment, c'est la HAC qui vient avec ces nouvelles taxes. Au lieu de réclamer, c'est une manière au moins d'empêcher la presse d'avoir ses droits. Parce que pour moi aujourd'hui, si bien sûr, imaginez quand on a quelqu'un, par exemple, quelqu'un de payer 1 million ou 2 millions, quelqu'un qui ne parvient même pas à payer ses impôts, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, il n'y a pas de prestation. Et on demande à ce média de payer 1 million ou 1,5 million francs. Et c'est une augmentation de 1,5 million. On dit, bon d'accord, ils ne sont pas en règle. Selon les informations, j'ai vu que parmi tant de trucs là, il n'y a que 10 autres qui sont en règle. Moi, je pense que c'est inquiétant, parce que chaque fois qu'on va demander ce qu'on appelle l'aide à la presse, on va vous dire: ah non, vous n'êtes pas en règle, donc vous n'avez pas le droit de demander l'aide à la presse. C'est vrai que l'État n'a pas les moyens aujourd'hui. Il y a des difficultés, le pays est en guerre. Tout le monde le sait. Mais il faut faire avec la bonne manière. On ne peut pas... Il faut revoir peut-être la manière de procéder. Messieurs, on va avancer très rapidement sur notre deuxième thématique qui concerne l'arrivée de l'imam Mahmoud Dicko, absent du pays depuis un bon bout de temps pour des raisons de santé. L'imam Mahmoud Dicko devrait faire son retour cette fin de semaine, le 14 février. La date est bien choisie, 14 février, Saint-Valentin, où on monte son amour. Vendredi. Il veut revenir chez lui un vendredi.
aujourd'hui et on voit toute l'agitation autour Bruma Soulou. Bon, je crois que Mamadou Diko ne sera pas là. Mais quand même, il a lancé... Vous pensez qu'il ne viendra pas? Je pense fortement qu'il ne sera pas là. Mais on ne sait jamais avec lui. Voilà. Pourquoi vous pensez qu'il ne viendra pas après la situation, parce qu'il a annoncé plus, ce n'est pas la première fois qu'il annonce son retour. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce son retour. C'était la dernière fois, on attendait même... Je crois que ses partisans même étaient allés à l'aéroport. Tout ça parce qu'il n'était pas revenu, parce que lui-même il analyse la situation. Et aujourd'hui, bon, même s'il sera là avec ces histoires de taxes, il a vu sur les réseaux sociaux, il sait que les Maliens ont commencé à changer d'attitude vis-à-vis de certaines décisions de nos autorités. Peut-être qu'il peut profiter de ce temps un peu de remous, on peut dire comme ça, de population malienne pour fouler le sol malien. Sinon, en état actuel, parce que vous l'avez dit à l'intro, qu'il y a déjà des plaintes contre lui pour déstabilisation. Donc, c'est tout ça. Lui, il sonde. Est-ce que les Maliens sont toujours avec moi? Est-ce que mes partisans sont toujours avec moi? Si j'annonce mon retour, est-ce qu'ils vont se mobiliser? Il a montré et on a vu que ça a fait effet du côté des autorités parce qu'ils ont quand même, on a vu quand même une disparition signalée au niveau du collectif qui s'était mise en place pour son accueil. La personne n'est toujours pas, on ne sait pas où elle est. Donc ça, on a l'impression que ça, lui, il a marqué un point. Parce qu'il s'est dit, je suis toujours craint au niveau des plus hautes autorités parce que on m'empêche de revenir. Mais de l'autre côté, cette crainte s'est manifestée aussi par la plainte. Parce que tout ça pour l'empêcher de venir, pour dire, est-ce que quand vous serez à l'aéroport, on va vous arrêter? Est-ce que Mamadou Diko est d'une telle légère personnalité pour être appréhendé de la sorte? On ne sait pas, mais moi quand même, je crois que c'est un sondage qu'il a fait, même s'il va revenir, c'est pas pour ce... Yacouba Doumbia viendra pas, 14 février, on voit déjà... ses partisans, eux, ils sont convaincus qu'il viendra. Ils sont déjà en train de préparer son retour après une longue absence pour des raisons de santé, où il était installé d'abord en Algérie, à une période où le Mali et l'Algérie n'étaient pas en odeur de sainteté. Je doute fort, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est vrai, il sera difficile qu'il soit là le 14. C'était une manière de sonder sa popularité, comme il a si bien dit. Vous savez que Mamadou Diko, l'imam Mamadou, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui connaît ce pays, qui connaît les Maliens aussi. Vous savez, il agit toujours au bon moment. Qu'est-ce qui se passe? L'imam est conscient de la situation actuelle. Le départ du Premier ministre Choguel Kougara Maïga de la primature. L'arrestation et l'empêchement de son bras droit d'aller à une conférence au Dakar. Et surtout la demande de la classe politique aux autorités de donner un calendrier fixe pour les élections. Et imaginez, en plus de ça, il y a eu ce qu'on appelle de plus en plus, il y a eu des mécontents de ceux qui sont partis du gouvernement. Et à vous entendre parler, c'est la bonne période pour lui de revenir. Bon, pour dire ça, pour compléter, pour être bref, en plus de ça, il y a eu l'arrestation de certains imams récemment, proches de l'imam. Donc, tout ça augmente sa popularité. Dire que je vais venir le 14, c'est une manière de mesurer sa popularité. Mais il va venir. Et il sera là au moment où ça passe. Parce que en tout cas, le collectif pour la défense des militaires craint donc le pire, a déjà demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour éviter des débordements. Moi, j'ai personnellement du mal à comprendre le rôle de ce collectif. Les militaires sont des Maliens et ce sont nos parents. Moi, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai des parents militaires. Il ne devait pas avoir un collectif pour dire nous, on défend les militaires. Toutes les familles maliennes défendent les militaires. Bon, là n'est pas ma question. La question, pour empêcher, pour craindre une déstabilisation. Bon, Mamadou, comme il a dit, il sait saisir l'occasion, il sait bondir sur l'occasion pour s'imposer en tant que leader. Et de là, moi personnellement, on peut craindre cette venue-là, en ce moment précis. Pour cela, il faut que les autorités ouvrent un couloir pour permettre à tous ceux-là qui sont
qui ne partagent pas leur vision de la chose, de les faire venir et s'asseoir et faire une sorte de réconciliation. Donc là, on peut sortir de cette transition en douceur. Mais si on va vers un régime normal, alors que ça n'est pas... Que craignent les autorités réellement concernant l'imam Mahmoud Dicko? Est-ce qu'ils craignent que les Maliens retournent dans la rue comme ce fut le père de cette transition avec Ibrahim Boubacar Keïta? La solution est entre les mains des autorités aujourd'hui. Que les Maliens retournent dans la rue ou pas, la solution c'est entre leurs mains. Il suffit juste d'organiser les élections, préparer un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un citoyen comme les autres. Je pose ma question, peut-être que vous n'avez pas compris le sens. On a compris. Ceux qui ont peur, Imam Mahmoud Dicko est le père de cette transition. Quoi qu'on puisse le dire, quoi qu'on puisse le reprocher. Emblématique de... Parce que Imam Mahmoud Dicko était là que... Aujourd'hui, on a ces autorités de la transition. Aujourd'hui, on a cette transition. Donc, il n'est pas séparable de la transition. Même il est comptable des bilans de cette transition. Monsieur, un dernier tour de table avant de boucler cette émission, Yacouba Doumbia. Admettons que l'imam Mahmoud Dicko vienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher de retrouver son statut d'imam dans une mosquée. Que faut-il faire? Il faut reconnaître sa valeur. Les autorités doivent reconnaître la valeur de l'imam Dicko, de reconnaître que c'est un acteur clé de l'avènement de la transition, de cette transition au Mali. Moi, je pense que il peut y avoir un dialogue. C'est un vieux, c'est un papa. On peut envoyer cette transition. On peut envoyer un émissaire. Dans quel cadre aujourd'hui l'imam Dicko et les autorités de la transition peuvent collaborer pour sortir le Mali? Il y a une situation qui est là, par exemple, avec les groupes armés qui sont majoritairement qui sont aujourd'hui à l'époque il s'était proposé. Il a déjà joué ce rôle de mission de bon office. Moi, je pense qu'il est très rapidement, en 10 secondes, très rapidement. Oui, il peut venir, on peut le laisser tranquille, il peut rester dans sa mosquée, faire ses sermons et basta. Mais si on l'empêche, si on essaie de mettre des bâtons dans ses roues, c'est là où il devient incontrôlable, il mêle l'islam de la politique. Merci messieurs d'avoir participé à l'actu en débat du mercredi 12 février. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Yacouba Doumbia, journaliste de l'Indicateur du Renouveau. Merci également aux correspondants des médias, Brima Soulo, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. À bientôt.